Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 17h à Paris. Et chez vous? C'est la deuxième fois aujourd'hui que j'annonce l'heure sur la web TV Étoile du Cœur. Ravi de vous retrouver en direct jusqu'à au moins 19h. L'émission En suivant les étoiles avec comme invité aujourd'hui Pierre Edel, générique. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêveurs qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors d'un geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur bâtard jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, de Hambourg ou d'ailleurs, enfin. Ils boivent aux dames qui leur donnent leur génicole, qui leur donnent leur vertu pour une vie sans or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Ouais, je crois que ça méritait les applaudissements. Alors je vais vous dire, Pierre est là, il est arrivé bien en avance, à 4h moins 10, et on a eu l'occasion de discuter pendant tout ce temps-là, avant d'être en direct. Je vais pas vous dire que je ne regarde jamais The Voice. Je la regarde, de temps en temps. La première année, c'était bien, la deuxième année, c'était moins bien, la troisième année, c'est piteux. Mais, ce soir-là, comme par hasard qui n'existe pas, je regardais. Et quand Pierre est arrivé sur scène, qu'il a chanté à Amsterdam, comment vous dire, moi qui ai eu la chance de côtoyer Jacques Brel, ça m'a filé un coup de blues, une émotion mais monstrueuse. Oh non, je vais pas vous la faire à la Jennifer ou à Garou, non, à la Jean-Claude Carton. C'est vous dire, putain, ce mec, la voix, et puis surtout, c'est pas n'importe qui peut chanter Brel, à part Jacques Brel. Ce mec qui s'est réapproprié la chanson de Jacques Brel, et en plus, ces enfoirés, ils lui ont donné 2 minutes 05 pour chanter une chanson qui dure un peu plus de 3 minutes 30. Il a fallu que tu revoies tout, quoi. Ouais, on a dû couper un couplet. Hein. On a coupé le deuxième couplet, malheureusement. Tu as 26 ans, Pierre. J'ai 26 ans. Et là, j'ai eu un coup d'amour, mais d'un coup, tu sais que c'est pas le genre de truc qui s'explique. On se dit, non, The Voice, c'est pas ma tasse de thé, je la regarde jamais. Tu parles. 90% des gens disent, je la regarde pas, mais ils regardent. Et puis le hasard, encore une fois, qui n'existe pas, il y a quelques jours, mon fils, dont je n'avais plus de nouvelles depuis pratiquement 1 an et demi, m'appelle en pleine émission et me dit, j'aimerais te présenter un gars qui a chanté dans The Voice. Je l'appelle quelques minutes plus tard. Je m'attendais à tout, mais pas à toi. Et puis voilà, quoi. Je t'ai invité à venir et tu as accepté. Merci beaucoup. Pourquoi tu as accepté ? J'ai accepté parce que moi, j'aime bien discuter. Voilà. Ça J'aime bien tombe discuter. bien, alors. Et puis surtout, s'il s'agit de musique, moi, je suis toujours au rendez-vous. Et c'est vrai que
C'est un format un petit peu voilà, à part. Donc c'est intéressant. Oui, parce que qu'est-ce qu'on sait de toi à part la voix extraordinaire? Je sais pas trop ce qu'on sait de moi, mais c'est vrai que sur TF1, j'ai pas eu l'occasion de vraiment parler beaucoup de moi, ce qui est normal puisqu'il y a plein d'autres participants, donc on va pas tous étaler nos vies. Mais en gros, voilà, moi je suis né à Paris, je suis d'origine russe, j'ai 26 ans, je suis marié, j'ai une petite fille que j'aime beaucoup, et puis la musique c'est vraiment ma passion depuis toujours, quoi. Vous n'avez Depuis pas le temps de l'enfance. vous épancher dans The Voice, même les hors antennes? Non, pas vraiment, parce que même si on fait des journées de 15 heures avec des interviews qui durent de 2 à 3 heures, enchaîner des interviews et des interviews et des interviews, il y a énormément de montage. Ils coupent, ils collent, ils raccordent un peu ce qu'on fait, et puis bon, voilà. Il faut que ça reste dans le format. Et pour terminer, donc, je dirais, non pas pour terminer l'émission, mais pour terminer mon sentiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui branle ce mec-là dans The Voice? Moi, je te dis les choses comme... Ouais. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent les télés, les radios. Ben, c'est bien de critiquer, vous avez raison, mais moi, j'en ai eu marre de critiquer, j'ai fait mon truc à moi. Au moins, je suis libre de faire ce que je veux. Bah, t'as bien raison. Et si je me plante, je me plante. Mais apparemment, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu es venu faire dans The Voice? Écoute, moi on m'a invité, j'étais à Moscou, j'étais chez moi, je venais juste de revenir de concert et je reçois un mail d'une demoiselle dont je ne me souviens plus le prénom, et elle me dit viens, tente ta chance, The Voice, on aime bien ta voix. Ils sont tombés sur un clip à moi sur YouTube, une reprise de Led Zeppelin, et puis ça leur a plu. Ça s'appelait Black Dog, et un mois après j'étais aux auditions, donc en septembre, et voilà, je me suis un peu pris au jeu, donc je le regrette absolument pas. Mais c'est vrai que de mon propre chef, je serais pas allé. Bon, je me la garde pour tout à l'heure, hein, parce que Ça marche. on va pas faire ça comme ça, mais c'est ça l'enchaînement, le direct. Ouais. Tu as donc pas, tu as participé à une battle en direct? Alors j'ai fait un direct moi samedi dernier justement. Hum. C'est là où j'ai été éliminé. Et c'était un peu le... Bon, c'était génial quoi. C'était génial, 1200 personnes, un morceau que j'ai moi-même choisi, j'ai dû batailler pour l'avoir ce morceau. Je pense que d'ailleurs c'est un peu pour ça que j'ai été éliminé. Mais voilà, je suis content d'être parti sur cette note-là. Voilà, sur un truc que je voulais vraiment faire moi depuis le début, depuis les auditions, depuis septembre. Donc j'aurais pas pu rêver mieux comme départ. Tu sentais que tu resterais pas longtemps? Ah bien sûr, Mhm. ouais. Mais tu te prends quand même au jeu, même si tu sais que... voilà. Parce que je fais pas vraiment... J'ai même pas vraiment essayé de rentrer dans le format autant que j'aurais pu le faire. Mais je me suis dit, ouais, j'ai un direct, j'ai 1200 personnes, toute la France derrière, j'ai pas envie de me ramasser sur un truc où je me serais dit, merde, en plus j'ai pas pris de plaisir. J'avais envie de me ramasser sur un truc où je me suis dit, ouais, mais au moins j'ai aimé ce que j'ai fait et j'ai rien à regretter, quoi. Sans remords et sans regret. Exactement. Mais qu'est-ce qui t'a pris de dédicacer cette chanson à ta femme? Mais je sais pas vraiment ce qui m'a pris, d'ailleurs je me souviens plus comment ça s'est passé. Je me demande si c'est pas Nikos qui m'a dit cette chanson, vous la dédicacez à votre femme. Voilà, je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble que c'était peut-être ça. Hum. Et puis voilà, je sais plus, c'est un peu flou dans ma tête. Mais bon, c'est comme ça quoi. Moi je suis amoureux de ma femme, j'en ai qu'une, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc ça me paraissait évident de dédier une chanson d'amour à ma femme. Et le bout de chou, comment s'appelle-t-elle? Rada, elle s'appelle. Trop mimi, quoi. Ouais. Oui, parce qu'on sait rien de toi. Hein. Ouais. J'ai dit, je t'ai dit, et puis j'ai dit à Vincent, je vais me démerder avec ce que je vais trouver sur Internet. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Non, il n'y a pas grand-chose. Bah, moi, je suis pas une star. Hein. Hum. J'ai pas grand-chose. Hein. Et puis, bon, j'ai passé 3-4 ans là en Russie. Je suis originaire de Russie. Donc, c'est vrai que il y a d'autres réseaux sociaux là-bas qui ne se recoupent pas forcément avec Facebook, avec ce qu'on utilise ici. Là-bas, c'est vk.com, le gros réseau social. Et voilà. Donc, ouais, ouais, je suis pas très médiatisé. Par rapport aux autres participants qui ont fait The Voice, je suis peut-être le moins médiatisé. Est-ce que tu es conscient que on ne peut pas dire du mal de The Voice quand on est sur un média formaté? Ah, bien sûr que j'en suis conscient. C'est évident. Parce que, voilà... On t'a demandé de ne pas trop parler de ce que tu avais vécu pendant ces quelques semaines? Non, on nous a rien demandé, mais c'était tacite, c'était évident. Et un mec comme Spleen qui se permet de dire des choses,
Et d'ailleurs, je trouve ça très cool de sa part. Et bon, ça se voyait qu'il dérangeait, donc il était là un peu pour faire le mariole, et au bout d'un moment, ils l'ont viré, quoi. Alors que c'est un mec qui, au niveau du talent et de la personnalité, dépasse largement la plupart des gens qui sont là-bas, quoi. Pour moi, c'est un petit génie, ce mec, quoi. Il déchire. Donc ouais, mais bon, après moi j'étais pas là pour faire de la politique, quoi. Moi ça me fait un peu chier la politique, donc j'étais là pour faire de la musique qui s'appelle The Voice, et voilà, j'étais là pour montrer ma voix. Parce qu'il parle de politique Bah apparemment à la fin de la dernière émission, il a commencé à parler des intermittents du spectacle. Il est con. Voilà. Et moi j'ai pas entendu, mais tout le monde m'a raconté, ah ouais, il a fait un speech d'1 quart d'heure sur les intermittents du spectacle, il paraît que Nikos il était comme ça. Donc bon, bah voilà, mais c'est pas là la où ils première se font fois. niquer, hein. Voilà. Nikos le premier il se fait niquer parce que le direct on peut pas faire grand chose. Tu peux pas faire autrement. Ou alors t'as France 2 qui arrête le journal télévisé avec Pujadas. Voilà. Hein. Mais c'est pas la première fois qu'il faisait ce genre de truc, et tous les speeches qu'il a fait, si on regarde un petit peu ses prestations, même sur le site de TF1 là, bon, il envoie, quoi. Il aime bien faire chier le monde. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Ouais. Vous êtes rémunéré? On est rémunéré. C'est dur à dire parce que la vitrine qu'on a, 10 millions de personnes, avoir des attachés de presse qui arriveraient à nous avoir cette vitrine-là, à mon avis, il faudrait les payer bien cher. Donc même si on n'est pas rémunéré à proprement parler, surtout pour les premières émissions. Ouais, t'as des baskets Nike. Voilà, cadeau. Reebok, oui. Voilà. Non, mais on a des cadeaux, on a des machins. Enfin, voilà. On commence à être un peu payé sur les lives, effectivement. Mais je veux dire, bon, là, vraiment, là, je me posais la question au début, puis après, je me suis dit, la question n'est pas là, quoi. T'as 10 millions de personnes qui te voient en une soirée, t'as les Facebook, les YouTube, les machins qui font ça. Donc, rien que ça, déjà, c'est énorme, quoi. En fait, tout est basé sur l'audimat. Ah ouais, sur l'audimat, à fond. Ouais. C'est une com énorme, quoi. Moi, j'ai fait donc 4 émissions. Rien que ça, à mon avis, si je voulais avoir le même audimat en me payant des attachés de presse, des machins, il faudrait que je dépense des fortunes, quoi. Donc bon, franchement, j'ai rien perdu sur ce coup-là, quoi. Je suis très content de l'avoir fait. Tu as eu conscience aussi que tu pouvais déranger certains bien-pensants avec des tatouages un peu partout. J'avais... On va en parler, hein, parce que quand même, j'ai compris d'où ils venaient, ces tatouages. Ça marche. J'avais ces a priori, puis finalement, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient des tatouages. Et il y en avait pas mal qui étaient tatoués. Hein. Voilà. Manon, Maximilien, machin, il y en a plein. Et je pense qu'ils essaient un peu de se mettre au goût du jour. Ils ont conscience que bon, il y a une énorme part de marché à faire avec les 15-25 ans. Et les 15-25 ans, ils aiment bien les tatouages, ils aiment bien les conneries comme ça. Donc ils essaient d'en mettre un petit peu. On n'est pas encore en Angleterre, on n'est pas encore aux États-Unis, mais voilà. Alors je vous signale que non, ce ne sont pas des boucles d'oreilles qu'il a, Pierre. Hein. C'est quelque chose d'assez rare. Hein. On ne trouve pas tellement ça en Occident. Non, pas trop. C'est des tunnels. Donc c'est des boucles d'oreilles en fait toutes les 2 semaines on met de 2 mm en 2 mm, on les fait agrandir et puis ça donne ça, quoi. Et il y en a 2-3 autres participants aussi à The Voice qui en ont. Mais ça commence à devenir un peu à la mode, voilà. En tout cas chez les gens de ma génération. Effectivement, ça court pas les rues, mais il y en a. Quel symbolise ? Aucune idée. Moi, j'ai fait ça par pure connerie et j'aime bien. Ça me plaît. Non, c'est purement esthétique pour moi. Tu as besoin dans ta vie de tous les jours de sortir du lot, Pierre Edel ? Est-ce que j'ai besoin de sortir du lot ? Ouais, sûrement. Ouais. Je sais pas ce que c'est vraiment le lot. Le formatage, voilà. Mais ouais, je me vois mal. Ouais. C'est dur de répondre à cette question. Mais j'ai besoin d'être capable d'avoir une certaine liberté avec la façon dont je mène ma vie. Voilà. J'ai pas envie de déranger les gens. J'aime pas déranger les gens. J'ai pas envie de faire ça pour les provoquer spécialement. Mais si moi j'ai envie de faire un truc pour moi, je le fais. Oui, mais dès l'instant où on agit dans sa liberté propre, on provoque l'autre. C'est vrai. J'essaie de faire en sorte que ce soit qu'il y ait un bon équilibre, quoi. Voilà. Je vais pas faire ça pour provoquer, ça va pas être mon motif, quoi. Si j'ai envie de faire ça, c'est parce que ça m'amuse et que c'est mon petit plaisir personnel. Voilà. C'est pas pour me dire tiens, je vais provoquer les mamies dans la rue. Au niveau de l'audition, c'est pas gênant ? De l'audition ? Ça n'affecte pas l'oreille. Ça change rien. Les lobes, ça change rien. J'ai cru entendre que les piercings ici là, à l'arcade, ça faisait diminuer un peu certaines fréquences, mais en l'occurrence, non, ça ne change rien. Que caches-tu sur ton bonnet ? Des cheveux ou rien du tout ? Alors là, tadam,
Il n'y a rien à cacher sous le bonnet de Pierre Hélène. Ça, c'est vachement bien, tu vois. Ouais. Aucun ne t'a demandé de faire ça là, pendant l'émission The Voice. Bah, à un moment, pour Jacques Brel, pour Amsterdam, je voulais m'habiller en costume Hum. et je voulais enlever le bonnet. Et ils m'ont demandé de garder on va dire, ma personnalité vestimentaire. Parce qu'ils m'ont dit que ça ferait trop Brel. Et finalement, j'étais d'accord avec eux. Ça ferait, voilà, j'avais pas envie d'imiter. À la différence, par exemple, d'Igit, Qui a lui chanté fait aussi, les bonbons, bonbons. et lui, il était en costume. Voilà. C'est la seule fois pratiquement de la saison Ouais. que je regardais. J'ai trouvé très original aussi son Il est interprétation. génial, ce mec. Et bien, hein. Il est génial. Il y est toujours. Il y est toujours, ouais. Hum. Bah, il a gagné justement pendant le dernier prime de samedi. Lui a gagné, moi j'ai été recalé. Hum. Et J'ai pas regardé jusqu'à la fin. Ouais. Mais lui, il est génial, quoi. Vraiment, ses compos sur YouTube, elles sont super. Il est dans un style assez sombre, très en marge aussi. Hum. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait, quoi. Comédien. Comédien, ouais. Mais plus que ça, quoi. C'est vraiment, il la vit, sa musique, il vit la scène, il se l'approprie. C'est un mec génial, quoi. Et puis c'est une crème, il se la pète vraiment pas. Et ça, c'est rare dans notre métier. Alors autre chose aussi que le public ne sait pas forcément, c'est que 80%, 90%, 95%, 100%, J'ai peur, là. vous avez tous du métier. Vous n'êtes pas Ouais. les petits candidats qui arrivent d'un seul coup. Oh, j'ai envie de chanter devant la caméra, monsieur. Hein, on est loin des jeux de la chance, Ouais. du palmarès des chansons. Bah, j'étais étonné, c'est-à-dire qu'il y a un peu des deux, quoi. Spleen, c'est quelqu'un qui a déjà un album signé sur une filiale d'Universal, produit par le mec des Black Keys, une grosse pointure, et ouais, lui on peut dire que vraiment il a du métier, et c'est loin d'être un petit nouveau, et il s'en cache pas d'ailleurs, et TF1 ne le cache pas non plus. Par contre, il y a des petits jeunes de 16-17 ans qui, eux, sont quasiment jamais montés sur scène, et je m'en suis rendu compte en leur parlant, quoi. Parce que voilà, bon, ils avaient aucune expérience. Il y a le petit Kenji, il a 17 ans, qui déchire tout à la gratte. C'est un manouche, lui, un gitan. Et c'était sa première scène, en gros. Et il a une aura incroyable, quoi. Moi, à 16 ans, j'étais pas foutu de faire le centième de ce qu'il fait, quoi. Donc il y a un peu de tout, en fait. C'est vraiment mélangé, quoi. Donc, tu as remarqué, c'était de plus en plus jeune, hein, le candidat The Voice. Hein. 16 ans, quoi. Hum. Des gars qui ont 16 ans. Mais voilà, moi, à 16 ans, j'avais pas le centième de leur talent, quoi. Donc, est-ce que c'est bien ou pas après qu'ils commencent direct dans la vie d'artiste avec ça ? J'en sais rien. Je sais pas. Est-ce que tu as au moins un nom d'un ou d'une qui a réussi à perdurer bien au-delà de la première et de la deuxième J'ai pas suivi tout le monde. Qui avons-nous là maintenant parmi les chanteurs ou chanteuses qui ont fait The Voice ? Alors moi, avant-hier, je suis allé rejoindre une chanteuse qui s'appelle Mélissa Bon, qui a été éliminée malheureusement aux auditions à l'aveugle. Aux ultimes épreuves. Mélissa Bon. Elle a fait le Jazz Festival de Montreux, entre autres. Elle a 20 ans. Je suis allé la voir en concert hyper intimiste. Elle était juste avec un guitariste de jazz et un cajon. Et c'était génial, quoi. C'était un petit bar de 50 personnes dans le 11e. Et elle est vraiment, je lui souhaite de devenir une superstar, quoi, parce elle a une classe incroyable, quoi. Elle s'habille un peu comme dans les années 30, quoi. Et elle a vraiment, on dirait qu'elle sort d'une autre planète, d'une autre époque. Elle a un talent fou. Il y a elle. Igit, voilà, j'en ai parlé. Pour moi, il est génial. Il est génialissime. Et Spleen, bon, bah lui. C'est là, pas tu la parles première, de l'actuelle saison. Voilà. Mais ouais. je parle de la première et de la deuxième. À la première et la deuxième, bah, je me souviens du gagnant de la première, Stéphane Rizon. Le peu que j'ai entendu de lui, bah, je sais pas, j'ai pas. C'était bien, quoi, mais j'ai pas vraiment beaucoup accroché. Qu'est-il devenu ? Je sais qu'il a vendu 40 000 albums, enfin, de ce que j'ai vu de son émission en direct. Et Johan Frégé, le gagnant de la seconde saison, il en a vendu, paraît-il, encore moins, c'est-à-dire 20 000 à peu près. Donc, au niveau des ventes d'albums, apparemment, c'est pas exceptionnel. Par rapport à. Bon, c'est un contrat avec Universal, donc on s'attend à plus, c'est ça que je veux dire. Moi, j'aimerais bien vendre 20 000 albums. Hein. Oui, mais il faut avoir la scène aussi. Voilà. Mais au niveau de la scène, Stéphane Rizon, apparemment, il tourne pas mal. C'est ce qu'il dit en tout cas dans ses émissions. Ça a l'air d'être quelqu'un de super sympa d'ailleurs. Et il y a Olympe qui s'est fait connaître. Voilà. J'ai jamais entendu une de ses chansons, j'ai pas cherché à écouter, donc j'en sais rien. Voilà. Moi j'étais en Russie tout ce temps-là, donc c'est vrai que je connais très peu le paysage musical de la France. Entre 2010 et 2014, j'étais un peu. Tu as été surpris quand tu as reçu ce mail de l'attaché de presse ou Oui, j'étais plutôt surpris. Ouais. Tu connaissais l'émission ou pas ? Non, j'avais entendu. The Voice, ça me disait quelque chose. J'avais vu les émissions anglaises, américaines, mais je m'étais jamais posé la question de participer à ça.
On en avait parlé un jour avec ma femme et ça m'avait pas inspiré plus que ça, quoi. Et là, je reçois ça et je me dis, bon, bah, pourquoi pas, je vais passer un peu de temps en France, je vais aller voir mon père, je vais avoir de vieux amis que j'ai pas vus depuis longtemps, et ça va me faire une bonne raison pour passer un peu de temps en France, quoi. Donc tu es venu spécialement, tu es rentré spécialement en France En pour- gros, voilà, Hum. parce que ça a commencé en septembre. Hein. Les diffusions, c'était janvier, mais nous, on a commencé à bosser en septembre. Oui, parce qu'il faut. La cuisine interne, on la connaît pas trop. Pas hein, trop, non, parce que- non, c'est clair. En plus, vous avez obligation de ne pas donner les résultats parce que tu les connais les résultats ou pas. Bien, enfin, on connaît pas les résultats à l'avance, mais évidemment, ce qu'on a enregistré fin 2013, début 2014, on savait déjà. Mais avant. Ah oui, c'est vrai que voilà. c'était une émission où il y a encore quelques directs. Voilà, il y avait 3 différés au début. Et donc le premier direct, c'était samedi dernier. C'est pas comme Top Chef où tout a été tourné, où on sait En qui a différé. gagné. On Voilà. dit, voilà. C'est ça. C'est quand même génial la télévision. Hein. C'est rigolo. Ouais. Hein, Ouais. On peut faire des trucs avant, les couper, les monter. Ouais. Il y a eu des incidents pendant les répètes ou les trucs comme ça. Parce que ça commence une journée de Pierre Edel, ça commençait comment, à quelle heure, combien de jours par semaine Ben, on avait des semaines assez chargées, de 4 jours souvent, entre mercredi et samedi. On arrivait vers 8h du mat à la Plaine Saint-Denis, c'est là que tout se passait. Et puis, ça pouvait enchaîner jusqu'à 11h du soir, quoi. Donc on était là, on choisissait les fringues, on se faisait maquiller, on faisait plein d'interviews pour différentes radios, télé. Et puis, voilà, il y avait des petits programmes à la con, parce que eux, il faut qu'ils remplissent la télé, mais aussi Internet. Donc ils ont des petits programmes un peu rigolos, quoi, voilà, où ils vont mettre des petits bonus sur Internet. Donc il y avait ça. Et il y avait les grosses répètes en plateau, quoi. Voilà. Donc c'était beaucoup de travail, mais c'était un plaisir. Donc, Et puis il y avait des on petites s'éclatait, conneries quoi. comme ça. Every day seems one has been away. Another place where the faces are so cold. Time a long night just to get back home. I'm a cowboy. See you shine. Wanted, dead or alive. Alors c'est quoi pour les téléspectateurs qui regardent la web TV? c'est une petite répète. Parce que c'est au niveau de la justesse, c'est limite. Hein. On est très limite là, Hein, vraiment. On peut même se poser la question si vous n'avez si pas on bu un n'avait peu de pas un vodka peu, avant. voilà, c'est ça. Ouais. Écoute, c'était avec Garou, on était en répète, et puis Garou, c'est quelqu'un qu'on a appris à connaître surtout pendant la dernière semaine, là, avant le live, et c'est un mec génial. Il est très très facile d'accès, il est très ouvert, et puis voilà, on s'est enregistré quelques petits trucs comme ça avec le portable, on a refait des reprises. C'est un très bon guitariste, chose que je ne savais pas, très bon pianiste, il joue de la trompette. Il a une voix incroyable. Moi, j'avais jamais spécialement écouté Garou. Il aime les femmes. Il aime les femmes. Il aime picoler de temps en temps aussi. Et puis voilà. Mais il arrive en répète avec son verre de vodka ou je sais pas quoi, sa clope. Il s'en fout. Tu vois. Il est pas. Il est pas coincé, quoi. Bah, il cherche pas à avoir une image autre que lui, quoi. C'est Garou et puis c'est Garou et c'est tout, quoi. Donc moi j'aimais bien ce côté. Il y avait pas trop de strass et paillettes, quoi. C'était un peu brut de décoffrage et j'aime bien les gens comme ça, quoi. Donc voilà, on s'enregistrait ces petites conneries en parallèle et c'était vraiment sympa. Il nous a emmenés chez son ORL. Voilà, c'était génial de rencontrer ce mec. Ce rôle de coach, c'est pas un terme que j'aime beaucoup, mais enfin, ils se la pètent un peu. Ils sont vraiment là pour vous donner des leçons, faire la morale. Parce que sur le plateau, de temps en temps, on sent bien qu'il y a des frictions entre les 4 coachs. Hein. Il y en a un qui fait pas vraiment l'unanimité. Et qui est pourtant le plus sympathique. Mais Jacques Brel disait, méfiez-vous des plus sympathiques, ce sont les plus dangereux. Ouais. Je pense qu'il y a une mise en scène déjà. C'est évident, il y a une mise en scène qui est voulue parce que pendant les répétitions, on voit bien que l'ambiance n'est pas du tout tendue. Et je pense qu'il y a cette tension qu'ils s'amusent eux-mêmes à créer entre eux pour alimenter un peu les potins, pour alimenter un peu la presse people, etc. Et c'est vrai que de temps en temps, je vois quand je passe devant un relais, je vois les grands titres de la presse people et ça me fait doucement rigoler parce que c'est du vent, quoi. Après, moi je connais pas la politique interne, je me suis pas trop intéressé. Le peu de temps que j'ai passé avec Mika, on a passé très peu de temps ensemble. C'est lui qui s'était retourné sur toi, autant que je me souvienne. Hein. Il s'était retourné, lui, Garou et Florent Pagny. Florent Pagny, retourné, ouais. Pourquoi Jennifer t'a expliqué pourquoi elle s'était pas retournée? Alors,
Non. Je pense que je suis pas vraiment son style de voix, mais ce qui est intéressant, et ça a été coupé à la deuxième émission, puisque c'est du différé, et justement j'ai regardé la deuxième émission avec attention pour voir s'il couperait ça, c'est qu'elle a dit je me suis fait repêcher moi à la deuxième émission, Mika m'a pas pris, je me suis fait repêcher, et les trois se sont retournés pour me repêcher, ont appuyé sur le bouton, et Jennifer elle a dit j'aurais dû me retourner sur toi à la première émission, j'ai été con, c'était ses mots, et ils l'ont coupé ça à la deuxième émission, donc c'était rigolo. Et je pense que tout simplement j'avais peut-être chanté une chanson qui lui plaisait pas trop, c'est pas trop son truc. Alors que là avec Elton John, peut-être que ça lui disait déjà c'est quelque chose de plus cool pour elle. Lorsque tu as dit que lorsque tu as choisi Amsterdam, quelle a été la réaction de... C'était Garou à ce moment-là ton coach, hein? Là du coup c'était Garou. C'est Garou, hein? Ouais. Quelle a été sa réaction? Moi Est-ce qu'ils sont orientés un peu au niveau chanteur? Est-ce qu'ils ont un répertoire? Moi, je déplore qu'il y ait de plus en plus de chansons en anglais. C'est vrai que l'anglais, c'est bien, mais merde, on est en France. Le concept The Voice, c'est pas un concept français, mais la chanson française, elle aurait peut-être bien besoin d'un bon coup de main en ce moment. Tu vois, ce qui est con, c'est que on reprend du Brel, on reprend du Gainsbourg, mais voilà, passé les années 70, je serais incapable de te dire quelqu'un dont je pourrais reprendre une chanson sans rougir, quoi. Bon, Goldman, c'est vrai qu'il a fait des super trucs, même Paul Naref, il a fait des super trucs, etc. Mais l'image qu'on a des chanteurs français à partir de la fin des années 70, début 80, c'est très kitsch, c'est très calqué sur la zik anglaise aussi, hein, carrément. Quand tu vois Paul Naref, je veux dire, voilà, ses instruments, ses accompagnements, ses arrangements, c'est vachement british. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand t'écoutes un texte comme, j'en sais rien, moi, Manon, ou j'en sais rien, moi, La valse à 1000 temps, ou des trucs comme ça, voilà, et qu'à côté de ça, t'écoutes L'île aux oiseaux, il y a un fossé. Obispo, c'est un mec qui a su faire son truc, respect en tant que musicien et super businessman, mais je pourrais pas reprendre du Obispo, quoi. Ça me ferait rougir, je pourrais pas. Donc, tu dis qu'il y a un problème avec la chanson française, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'à mon avis, c'est verrouillé là-haut. Et tu aurais pu reprendre, tu peux chanter à l'idée. Ouais, Tu peux chanter du Sardou. Pourquoi pas? Quand même, vocalement, parce qu'il faut pas oublier, The Voice, c'est l'organe, quoi. Il faut que ça crie, il faut que ça gueule. Ouais. Il y a des gens qui arrivent à se démerder sans gueuler, Iggy par exemple, mais lui, il a un grain dans la voix. Moi, j'ai pas ce grain, donc c'est vrai que j'ai tendance à vouloir gueuler. Et puis j'ai grandi avec la musique anglaise aussi, quoi. Avec Led Zepp, Grand Funk Railroad, MC5, Hendrix. Donc c'est vrai que j'ai pas le réflexe aussi de chanter en français. Et puis moi, ça fait 4 ans que je suis en Russie et là-bas, je chante quasiment qu'en anglais. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe. Mais pour revenir à ta question, on nous a demandé d'alterner anglais et français d'émission en émission. D'accord. Donc j'ai dû prendre un truc français et je me suis dit, moi, ça fait... Voilà, Amsterdam pour moi c'est la chanson que je voulais reprendre. Si je voulais me faire éliminer, je voulais me faire éliminer sur Amsterdam, pas sur L'île aux oiseaux. Voilà. Le choix était délibéré, mais parce qu'à un moment tu t'es posé la question, tu as le souvenir quand même de cet instant. Pour toi c'est un instant extraordinaire, je suppose, et même de revoir la vidéo, même si la chanson a été amputée de presque 1 minute. Tu as senti à un moment que ta voix n'allait pas suivre, comme si tu étais dans un effort surhumain, vocalement, survocalement. C'est vraiment... Vocalement, non, mais disons dans l'interprétation, Spleen, il a dit un truc génial, parce que Spleen, on a fait notre battle ensemble. On a chanté une chanson ensemble au deuxième prime, à la deuxième émission, et c'était une chanson d'Elton John qui est génialissime, Benny and the Jets, ça s'appelle. Et il a dit un truc super, il a dit, cette chanson, elle est tellement bien, que l'interpréter pour moi c'est comme poser à côté de la Joconde, ça fait un peu ridicule. Et c'est vrai que c'est le genre de morceau, tu te dis bon, je pose à côté de la Joconde, quoi. Donc chanter Amsterdam, c'était je me suis dit vas-y, je me mets dedans, quoi. Mais je l'avais bien en main, ça faisait depuis 2009 que je la chantais, mais pas de cette façon-là. Je me l'étais réapproprié exactement comme ça. C'était ma version que je faisais depuis 2009 et j'ai fait des centaines de concerts depuis. Donc, elle était bien rodée. Donc j'étais sûr de mon truc, je savais où j'allais, quoi. Parce que là je l'ai à Amsterdam. Hein. Ouais.
des marins qui dorment comme des flammes le long des jours. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent plein de bière et de drames. Première lueur, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes blanches, des poissons ruisselants et le monstre des dents à croquer la fortune, à déforcer la lune, à bouffer au vent. Et ça sent la bouillie jusque dans le cœur des frites, que le grosse main invite à venir en pluie sur le temps vivant, dans un bruit de tempête, repère leur baguette, et sortent en temps. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se faisant la danse sur la force des vagues et tout, et ils dansent comme le soleil craché dans le son déchiré de la manole des vents. Et ils se tordent le cou pour bien s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors on se voit, alors le guerrier, il ramène la bataille jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent et qui boivent et boivent, qui ne boivent encore, ils boivent à la santé des cartons d'Amsterdam, de Hambourg, ils boivent le dame, qui leur donne leur chalico, qui leur donne leur vertu, pour une vie sans or. Et quand ils sont bien vus, se lancent le ciel, se mangent dans les étoiles, ils pissent un cheveu sur les parfums fidèles. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. C'est enregistré où? C'est à Moscou, ça. Pardon pour la qualité du son, hein, mais moi, c'est pardon. pas dans un studio Non, c'était en live d'enregistrement, à c'est du live. Ouais. C'était à Moscou, justement. On me l'a demandé à tous les concerts. Mais il y a une grande différence entre monter sur un plateau pendant 2 minutes 30 et donner tout ce que t'as, parce que t'as des réserves et que tu dois impressionner les coachs, le public, le machin, faire le show. Et voilà, un concert où t'as 1h30, où tu commences doucement, tu montes, tu redescends, tu remontes, et voilà. Donc il est clair que là c'est une version un petit peu plus cool. Édulcoré, j'allais dire. Ouais. On sent que tu t'éclates quand tu arrives. Tu aimes bien quand ça commence à grimper un peu dans le. Ouais. Hein, c'est là où on Ouais. sent. Là. Ouais. Bah c'est le côté Led Zepp, quoi. Moi j'ai grandi avec des trucs où ça gueule un peu, les Free, les Bad Company, les Hendrix, les Led Zepp, les Deep Purple. Et Nico écrit Amsterdam, si on pose pas son empreinte dessus, on se fait bouffer par la chanson. Un des artistes internationaux qui a aussi réussi l'exploit, c'est Bowie. Ah oui, En The 73. Port of Amsterdam. Ouais. Bah c'est Bowie, quoi. Et Bowie restera Bowie. J'ai une question très technique à te poser. Ouais. Sur un plateau, je parle du direct. Hein, quelle est la qualité du retour? Elle est exceptionnelle. Sur celui-là, en tout cas, c'était exceptionnel. Surtout qu'on a des Des ears, oreillettes, ouais, enfin, ouais. des oreillettes qui ont été moulées exactement à notre combi auditif. Mhm. Donc ces oreillettes qui coûtent 1 000 € à peu près. Oh, les c'est la salauds. folie furieuse. Moi, les miennes, elles me coûtent 30 €, c'est cher déjà. T'as vu Et en Mais dehors- j'entends super bien. Hein. Non, mais là, on est obligé. Quand t'as 1200 personnes, les musiciens, ils sont à perpète là-bas, tu les vois même pas. T'as les gens qui gueulent tout autour, donc il y a ça. Et en plus, on a des retours évidemment en haut, en bas, sur les côtés. Et des baffles, ouais, d'accord. Mais au niveau Voilà. des oreillettes, tu n'entends que les instruments. Ce qu'on veut. On peut demander Tu un peu entends plus aussi de le son, public, du on peut public. savoir, on peut Ouais. ce qu'on veut.
Les retours de la voix, c'était surtout le retour vocal. Parce Ouais. que j'ai remarqué souvent dans des émissions en direct comme ça, des radios crochets ou des trucs comme Ouais. ça, le retour son dans les oreilles est pas terrible. Ouais. Là, c'était vraiment c'était la folie, quoi. C'était génial. Mais ça se sent que c'est super bon. Mais je voulais quand même te poser la Ouais. question, Pierre. Ça se sent que le retour est super bon. Ça te Parfait. permet justement de pouvoir... Ouais, c'est ça. Y On est aller, sûr de soi balancer, quand on ouais. chante. Ouais, on est sûr de soi. On peut pas s'en prendre à soi quand on fait une fausse note, du coup. Non, c'était génial. On était aux petits soins. Ça t'avait frustré Le fait d'être éliminé, Oui. Comment ça s'est passé à la fin? c'était un grand mélange d'émotions diverses et variées que j'avais rarement ressenti, quoi. Parce qu'on était devenus très proches avec Natacha, avec Iggy, avec les autres participants. Et d'un côté, t'es tiraillé, t'es déchiré entre le plaisir que t'as pour eux, et tu dis ils le méritent vraiment, et en même temps le fait de te dire là, je suis au pays des merveilles, et il va falloir que je sorte du studio et que je revienne un peu à la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Donc évidemment, t'as tout un mélange puis en plus pendant toute la semaine, on dormait 4 heures par nuit, il y avait une pression, il y avait les gens qui nous attendaient à la sortie du studio tous les jours. Et donc voilà, là je suis encore en train de redescendre tranquillement. Mais il y avait un peu de frustration dans la soupe. C'est douloureux de revenir sur Terre. C'est douloureux, ouais, bah bien sûr, je mentirais si je disais que je m'en foutais. Ouais, il n'y a pas que ça. Et Tu as puis- pleuré Non, j'ai pas pleuré, non. Parce que c'est pas de l'affect. intérieurement? Non, c'est pas de l'affect comme ça, tu vois, c'est vraiment. Je sais que c'est un espèce de truc matérialiste à la con, et du coup, ça me touche pas, on va dire. Émotionnellement. Au plus profond de moi-même. Mais c'est un truc, voilà, comme un chien un peu qui veut pas te lâcher, tu vois, sur la durée, comme ça, ça fait mal, quoi. Ça fait mal à l'ego, mais ça fait pas mal au cœur amoureux, quoi, tu vois. Donc non, j'ai pas pleuré, quoi, mais ça m'a. Ouais, ça fait un peu mal, c'est sûr. Ça fait mal à l'ego Voilà, c'est Bien ça. de Ouais. dire Pierre Edel. De te dire, putain, merde, c'est moi, quoi. Pierre Edel, là. Mais bon, je m'y étais préparé. On peut jamais se préparer à 100%. pour Ça, un c'est truc. intéressant ce que tu Ouais. dis là. Tu t'étais préparé à ne pas rester. Bien sûr. Ouais. J'étais pas, en fait, on a fait les enregistrements de septembre et jusqu'à la première diffusion en janvier. J'étais complètement détaché du truc. Je me disais, je m'en fous, et je m'en foutais vraiment. Je suis parti 2 mois en Inde et j'avais complètement zappé le truc, donc j'étais pas là quand ça a explosé. Et quand je suis arrivé et que j'ai fait cette semaine de live, où on s'est préparé, où tout le monde me reconnaissait dans la rue, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et les gens sont super gentils. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Là, en quelques jours, je me suis accroché au truc sans m'en rendre compte. Et je suis tombé dans le piège dans lequel je voulais pas tomber. Donc je me suis laissé avoir au jeu de la petite, de la petite fée rockstar. Mais- Ou je sais pas quoi. Mais, donc mais voilà. le sachant, tu étais un peu mieux armé pour ne pas te laisser entraîner. Oui. Parce que je suis certain c'est- qu'il en est des candidats et des candidates pour qui c'est véritablement un drame. Ah, j'en ai vu pleurer vraiment, vraiment, à qui ça les a cassés, quoi. Ça les a détruits. Mais bon, c'est le jeu, quoi. C'est la vie. c'est Les la jeux vie. du cirque. C'est un peu, ouais, c'est un peu Gladiator des temps modernes. Mm. Et il y a un côté cruel, c'est sûr. Il y a un côté cruel parce que les gens que tu côtoies dans ce milieu, ils te font croire que c'est tes frères de sang, machin. Et puis quand t'es éliminé, ils te rappellent plus. Ils sont enfin, voilà, je parle pas forcément de The Voice, mais j'ai eu d'autres occasions avant de m'en rendre compte. Le téléphone sonne de moins en moins. Du côté de ces gens-là, Oui. ouais, c'est ça. Donc bon, moi j'ai eu déjà plein d'expériences comme ça, donc ça va. Et j'ai des gens qui m'aiment vraiment, sur qui je peux me reposer, ma femme, ma famille, mes amis de longue date. Mais ouais, ça met quelques jours pour s'en remettre un peu, quoi. C'est sûr. Tu t'en es remis maintenant? Pas encore à 100%, Non? mais Il y a aussi le fait que tu ne sois plus tellement incognito. Je suppose que, je sais pas, tu as pris le métro pour venir, ou en vélo, en taxi? moi je me fais reconnaître régulièrement tous les jours, au moins 6-7 fois minimum. Tu passes pas inaperçu? Non. hein Non, Ça fait c'est sûr. plaisir ou pas? Ça me fait plaisir. Ouais. Parce que tu sais que tu as conquis des milliers de personnes, Pierre Edel. Ben, j'ai vu ça sur internet, je reçois des messages sur Facebook par centaines, et ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai bossé pendant quasiment 15 ans pour avoir ce résultat, entre autres pour avoir la reconnaissance du public. Donc je suis très content de ça, ça me fait vraiment plaisir. Les gens sont des crèmes, c'est incroyable de voir que voilà,
ça leur plaît vraiment et ils me disent telle Tu es- chanson de toi. Tu es telle sincère chanson quand de toi. tu dis ça? Oui. Ouais. Bah non, bah justement, je suis sincère parce que sinon je dirais ouais, je m'en fous, moi je fais ça comme ça pour ça. Mhm. Non, vraiment, s'il y avait pas de public, je chanterais pas, c'est Mhm. sûr. C'est ce que disent tous les artistes, hein, sans le public. Je vous remercie d'être venus ce soir, si nombreux, je vous C'est ça. aime. C'est ça. Mais c'est clair. Parce que, moi je suis pas assez, on va dire, je suis pas un saint, donc je peux pas chanter pour Dieu en permanence, même si j'essaye. Mais voilà, je suis pas encore au niveau où je suis capable de le voir. Donc j'ai besoin de le voir à travers les gens, à travers le public. Et forcément, ouais, d'avoir des gens qui viennent dans la rue, je peux avoir un autographe, ma fille est fan de vous, ma petite fille est fan de vous, est-ce qu'on peut prendre une photo Mais tu as séduit génial. plusieurs générations. Mais c'est ça qui est fou. en C'est fait. ça qui est dingue. Ouais. Hein. Et ça, je m'y attendais Tu pas. aurais quoi. pu te cantonner aux minettes ou aux minés de Ouais. 15, 16, 17, 18 ans. Mais non, tu as séduit. Même des vieux cons comme moi ont été séduits. Tu vois. Voilà, mais ça me Enfin, fait. cons, non, peut-être pas, mais vieux, oui. L'autodérision, quelle joie. Ça me fait plus plaisir de séduire des vieux ou des vieux cons que de séduire des minettes. Même si ça me fait très plaisir, désolé pour les minettes. Mais sachant que ils ont beaucoup plus de recul. Donc quand j'ai une dame de 60 ans qui vient me dire j'aime beaucoup ce que vous avez fait, c'était génial, votre interprétation d'Amsterdam, machin. Je me dis, elle sait de quoi elle parle, et elle n'est pas impressionnée par le côté tatouage un peu, le gamin de 25 ans qui fait son lover. Voilà. Alors que les minettes, bon, c'est génial aussi, c'est super. Je suis allé à la sortie du bahut de ma sœur, où j'ai fait 8 ans moi-même, et c'est génial, quoi. Mais je me dis, si en plus il y a des gens qui s'y connaissent dans le milieu, qui ont un certain recul par rapport à mon physique, et qui me jugent vraiment sur ma qualité de chanteur, c'est encore mieux. Ah, mais je te Voilà. répète, une fois de plus, nous sommes en direct, Pierre Edel, j'ai eu un vrai moment d'émotion. Bah super. Après, je me suis dit, j'ai dit à la personne qui était à côté de moi, tu vois, regarde, là, voilà, il en reste encore des interprètes, à leur façon peut-être, parce que, je redis, reprendre une chanson de Jacques Brel, on ne peut pas rechanter Brel, on ne peut pas chanter Léo Ferré, à moins d'avoir un immense talent. On ne peut même pas chanter du Beko. On peut même pas chanter du Jodassin. Hélène s'est égarée ce jour-là, mais bon, c'est une connerie. Non, et surtout laisser les morts avec les morts, mais quand il y a des voix comme la tienne qui redonnent un nouvel éclat, tu vois, une nouvelle vibration, surtout quand tu connais Brel, quand tu sais qui il était sur scène, la façon dont il se donnait entièrement au public, on sent là tu triches pas. Et c'est ça que j'aime bien chez certains jeunes de The Voice, vous ne trichez pas. Il y en a qui essayent, mais ça foire lamentablement. Ceux qui trichent pas, ils s'en vont ils s'en vont comme des princes parce qu'ils savent qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On a fait de notre mieux. Et je pense que les gens qui disent ouais, mais il reprend du Brel, c'est intouchable, machin. J'ai envie de leur dire, Brel, il est très certainement très content que ses chansons continuent à vivre, pas Bien seulement sûr. en disque. Donc on ne prétend pas être Jacques Brel, être Serge Gainsbourg, être Beko, mais c'est des chansons, il faut les reprendre, parce que la chanson c'est censé vivre, hein, en live aussi. Donc c'est pour ça que j'ai aucun scrupule à reprendre même des monuments comme Amsterdam, quoi. Parce qu'il faut les reprendre, il faut les chanter. Ouais, Brel en a marre d'écouter toujours les mêmes disques de lui. Hein. Bah voilà. Je suis certain là où il est, Jacques. Ouais. Je suis certain que tu as dû, toi aussi, avoir un gros coup d'émotion quand tu as écouté cette interprétation. Bon, voilà, ceci étant posé, Amsterdam, The Voice, ça fait pas toute une vie. Alors, ta vie, elle n'est pas très connue. J'ai découvert qu'à 16 ans, tu avais décidé d'arrêter l'école pour te consacrer entièrement à la musique. Tu as joué dans toute l'Europe. Tu as joué beaucoup dans le métro, dans la rue. Tu peux nous raconter ta vie, ton enfance, d'où tu viens? Moi, je suis né le 23 décembre 1987, rue du Cherche-Midi. 6e arrondissement. Il me semble, ouais. Oui, la c'est rue ça. où habite le pote Richard Boringer. Ah ouais. Il habite rue du Cherche-Midi, Ah bah oui. voilà. Chut, faut pas dire. Mais je crois qu'elle s'étale jusqu'au 14e. Et si je ne m'abuse, moi je suis né dans le 14e. Bon, bref, c'est marrant parce que dans la rue, on me pose sans arrêt la question comme ça. Excusez-moi, rue du Cherche-Midi, s'il vous plaît. Et à chaque fois, je réponds, je suis né dedans, mais je sais pas où. Donc bref. Prenez une rue dans le boulevard Raspail sur la gauche. Voilà, quelque part par là. Mais ma mère est russe. C'est une émigrée russe qui est repartie en Russie depuis. Mes parents ont divorcé à peu près quand je suis né. Et puis mon père, lui, il est fils d'émigrés. Son père autrichien, sa mère russe.
Donc il est français de première génération, moi je suis français de deuxième génération. Et j'ai passé mon enfance et ma vie entre Paris et Moscou. Donc j'ai la double natte, les deux langues, les deux cultures. Voilà quoi. J'ai passé plusieurs moments à Londres. J'ai fait des études un peu là-bas. Et puis voilà, brièvement, moi mon père il est peintre. Il est Artiste peintre. Artiste peintre, très très talentueux. Nuance, hein, parce qu'il pourrait être peintre en C'est bâtiment. vrai, il pourrait hein. être en bâtiment. Bah, comme il fait de l'immobilier, je pense qu'il en Aussi. fait un petit peu aussi. Ouais. Il touche à tout. Mais voilà, il m'a transmis le goût de l'art en général, de l'écriture, de la lecture, du dessin, du graphisme, de la musique aussi, parce qu'il en écoutait beaucoup à la maison. Et puis du côté de ma mère, elle me faisait prendre des cours de piano. Et puis voilà quoi, j'ai eu le full package comme on dit, c'est-à-dire que j'ai reçu vraiment le meilleur des deux mondes. Un petit peu du côté voilà aristocrate russe blanc et du côté on va dire un peu plus artiste français, voilà, avec la chanson française et tout ça. Et j'ai fait mon mix quoi. J'ai dessiné pendant toute ma jeunesse, j'ai fait du dessin et je me suis aventuré voilà dans le graphisme. Et j'ai essayé de faire une école d'art appliqué. Et puis comme j'avais commencé à faire un peu de guitare entre temps, je me suis dit c'est l'un ou l'autre quoi. Et donc j'ai choisi la guitare et j'ai commencé à voyager. J'ai fait l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, un peu en vadrouille avec des potes, des concerts à l'arrache. Et voilà quoi. Et puis petit à petit j'ai commencé à m'enregistrer chez moi, j'ai fait des concerts, j'ai sorti des disques en autoprod. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais voilà. La ligne directrice c'était la musique. Après, je l'ai approché de plusieurs façons, de plusieurs styles de musique. J'ai fait partie de plein Jazz de groupes. fusion, hard rock, folk acoustique, des Ouais. mantras. Des mantras. J'ai rencontré ma femme en fait en 2009. Elle avait 17 ans à cette époque-là. Et puis voilà, on est ensemble depuis, ça fait 5 ans, 6 ans. On est parti en Russie ensemble, on s'est installé là-bas. Elle est russe, 100% russe. Et depuis 2010, elle m'a introduit à une communauté qui s'appelle la communauté Hare Krishna, qui est pas forcément très appréciée en France. Oh non, ça fait même partie des sectes. Ça fait partie carrément des sectes, voilà. Donc on a Selon le rapport voilà. de l'Assemblée nationale, André Voilà. Vivien. Ouais. Donc Non mais bon. c'est vrai, Hare Krishna, Hare Krishna. Vous voyez, mais Ouais. dès l'instant où tu n'es pas dans le format, J'ai envie de dire, ceux qui disent d'abord, voilà. est-ce qu'ils te prennent de ton pognon? Non, D'accord. Est-ce qu'ils Pas de prennent pognon. l'amour entre adultes non consentants? non, D'accord. Est-ce qu'ils prônent, comme Raël, l'amour avec des enfants? non, Bon. Est-ce qu'ils prônent le interdit. vol à la tire? non, Bon. non. Ce qu'on prône, c'est Non mais je le sais, mais je voudrais le garder pour bien sûr. l'autre partie de Ce l'émission. que je veux dire en tout cas, c'est que c'est là, voilà, en Russie, il y a une énorme communauté parce que historiquement, la culture védique, elle a un embranchement du côté de l'Inde et un autre du côté des pays slaves. Donc voilà. C'est-à-dire, si quelqu'un étudie un peu le sanskrit et le compare avec le russe, il aura pas de mal à voir que ça découle de la même culture. Donc voilà, j'étais en Inde là il y a quelques mois, je m'en suis rendu compte, j'en ai eu confirmation. Et pourtant, puisque tu me branches là-dessus, le Vanasrama Dharma, on le retrouve. Voilà, on le retrouve. Excuse-moi pour mon prononciation. Pas de souci. Moi, j'ai déjà du mal à parler en français. Alors, si tu me demandes de parler en russe ou en autre, En sanskrit. il y a pas de, ça paraît nulle part dans les écritures sacrées en Inde. Écoute, ça dépend ce qu'on lit. C'est récent. On a le Srimad Bhagavatam et la Bhagavad Gita qui ne parlent quasiment que de ça. Encore une fois, ça a été récupéré par certaines personnes un peu, on va dire, voilà, qui ont utilisé ça pour eux, qui ont réécrit des passages, qui ont donné des commentaires frauduleux. Nous, on se base sur les commentaires de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui est arrivé en Occident dans les années 60, dont George Harrison était le disciple des Beatles. Voilà. Moi, ça fait des années que j'étudie ça et franchement, je suis assez convaincu, quoi. Sérénité, maîtrise de soi, austérité, pureté, tolérance, Ouais. intégrité, Ouais. sagesse, savoir et piété, telles sont les qualités qui accompagnent l'acte du brahmana. Là, on est loin. Moi, je suis pas. Je gravis encore la montagne, mais au moins, je suis sur la bonne montagne. Donc je vois pas ce que cela peut avoir de sectaire. Ouais.
ça met à l'écart pas mal de produits de consommation, donc forcément c'est un peu sectaire. Parce que vous êtes habillé avec une drôle de tenue, On s'habille comme on que veut. vous déambulez dans les rues. Ah oui, alors ça, les moines, ceux qui ont décidé de vivre dans un temple pendant X temps, évidemment, ils s'habillent en dhoti pour les hommes et en sari pour les femmes, mais ils sont absolument pas forcés, on est forcé à rien. Voilà. Parce que l'amour de Dieu et la spiritualité, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur, et on peut pas le mimer, on peut pas voilà, ça peut pas être quelque chose de joué, de surfait. Là, voilà, on peut pas mentir dans ce truc-là. Donc comme disait Prabhupada, l'imitation d'une bonne chose, c'est déjà une bonne chose, mais voilà, on peut toujours se casser la gueule sur ce chemin tant qu'on n'est pas arrivé à un stade brahman, comme tu dis. Voilà. Moi, j'y suis pas. Ça viendra Tout de suite. peut-être. On verra, on y travaille tout doucement. Mais bon, voilà, l'une des choses, par exemple, qu'on prône, on va dire, c'est le végétarisme. Mais encore une fois, le végétarisme, pourquoi ? Par compassion. Donc quelqu'un qui devient végétarien et qui commence à faire chier les gens, ah, tu manges de la viande, espèce d'enfoiré, tu te rends pas compte, et C'est grave. il perd sa compassion envers les êtres humains. Donc moi, j'ai envie de lui dire, mange plutôt de la viande, sois sympa avec les gens. Parce que si c'est pour faire chier les gens au lieu de faire chier les animaux, quelque part c'est pareil. Voilà. Donc, Tu peux répéter ça, Pierre Edel ? je répète ce que je suis en train de dire. Je trouve ça très puissant ce que tu viens de dire. Ouais. Oui. Moi, ça fait 5 ans que je suis végétarien. D'abord par compassion. Et j'estime que les gens qui deviennent végétariens et qui gagnent donc en compassion envers les animaux, mais qui perdent leur compassion envers les gens et commencent à essayer de leur imposer leur philosophie et deviennent méchants avec les gens et commencent à mépriser ceux qui mangent de la viande, ils ne devraient pas oublier qu'ils ont eux-mêmes mangé de la viande pendant des années. Et ils ne devraient pas oublier qu'à la base, le végétarisme, c'est un principe de compassion. Donc si c'est pour perdre la compassion envers les êtres humains, autant manger de la viande et rester gentil avec les gens, plutôt que d'être végétarien et d'être un gros connard avec les gens. Voilà. C'est vrai que c'est pas le genre de truc que tu pouvais annoncer à The Voice. Ah bah Parce que ça, là, tu viens d'énoncer un principe. Chacun fait ce qu'il veut. Il est libre chacun de fait ses ce qu'il choix. peut. Voilà, et on fait surtout ce que l'on peut. ce qu'on peut. Mais qu'est-ce que je retrouve comme mépris chez ceux qui ne mangent pas de viande par rapport à ceux qui mangent de la viande ? C'est le mépris des deux côtés. Ouais, bien sûr. Mais nom de Dieu, comment peut-on aimer les animaux et ne pas aimer les gens ? Si on aime les gens, on aime les animaux. Si on aime les animaux, on aime les gens. Le problème, c'est qu'il faut essayer on peut interpréter le mot humilité de pas mal de façons différentes. Pour moi, l'humilité, c'est essayer de faire gaffe où tu marches, de te rendre compte que voilà, que demain, tu peux te transformer en n'importe qui. Oui, je vous explique le sourire en coin de Allons-y. Pierre Edel. C'est que là, sur la table qu'il y a dans le studio, il y a une petite pancartette qui m'a été donnée par Joe Cooker. Et il y a écrit, It's hard to be humble when you're the best. pour ceux qui n'ont pas compris, C'est dur d'être humble quand tu es le meilleur. Mais c'est très humble ce qui a marqué, parce qu'il n'y a pas marqué il est impossible d'être humble quand tu es le meilleur. Il y a marqué c'est dur d'être humble. Et c'est humble déjà de le reconnaître. Que il n'y a rien de plus dur au monde. alors c'est peut-être là où les internautes qui te suivent et qui te voient, qui te regardent et qui t'entendent, s'ils te regardent, ils te voient aussi. Bon, Carton, t'es fatigué. C'est vrai que c'est la deuxième émission de la journée, mais bon, heureusement, après, il va y avoir plusieurs jours de repos. De repos bien mérité. Là, Vincent, non, mon fils, m'a dit, mais papa, ce mec, il a des trucs à dire sur la spiritualité. Comment vous vous êtes connectés tous les deux ? Avec ma femme ou Non, avec ton avec fils, mon tu fils. parles Avec ton fils, écoute, ça a été Via Facebook ? Ça a été un hasard qui n'existe pas, c'était Facebook. Et puis, moi, j'essaye, même si je reçois des centaines de messages, j'essaye franchement de répondre à tout le monde. Vraiment, je fais de mon mieux et pour l'instant, j'y arrive. Voilà, parce que je suis pas pour l'instant, je suis pas au niveau des milliers de messages. Donc, comme je suis assez insomniaque, je me pose pendant 2-3 heures et je discute un peu avec les gens que je connais pas. Et voilà, je suis tombé sur lui. On a discuté, il m'a envoyé l'une de ses chansons et j'ai trouvé ça très très bien. Et comme un imbécile que je suis, je me suis permis de la critiquer. Mais tu as bien fait. Voilà. Et du coup, on a sympathisé, quoi. C'est tout. Parce que la difficulté, en définitive, c'est bien de faire des reprises, mais c'est pas ce qui permet d'avancer.
À moins que. À moins d'avoir ouais, un banquier qui vous demande de l'argent ouais, et de reprendre les chansons de Joe Dassin. c'est ça. Hum. C'est ça. Je suis méchant, mais... Et c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas facile, surtout quand il s'agit de faire du français. Moi, j'ai commencé à écrire en français très tard et j'étais très complexé sur le français et je me suis décomplexé en Russie. Parce qu'ils adorent le français, et ils aiment la musique de cette langue, donc j'ai commencé à écrire du français pour les Russes. Sachant qu'ils ne comprenaient pas vraiment ce que je disais ou qu'ils le comprenaient pas très bien, je me disais, allez, je flipperais moins à chanter du français devant des gens qui aiment cette langue mais qui ne la comprennent peut-être pas forcément comme des Français. Céline écrit oh, bravo pour cette interprétation. Gros bisous à tous les deux. Céline, je lui tire mon chapeau. C'est ma petite sœur. En même temps, elle est productrice d'une émission qui s'appelle Petit Théâtre et Compagnie tous les mois sur la web TV Étoile du Cœur. Elle aussi, on en a parlé un tout petit peu. Pour vous produire maintenant, pour que des groupes puissent se produire ou des troupes de théâtre, il faut payer maintenant les salles. Ah, faut allonger la fraîche. C'est cher, hein. L'Olympia, Ouais. c'est pas pour demain. Pour Non, toi. c'est pas pour Ça demain. viendra peut-être en première partie. Quoique. Moi, j'ai appelé pas mal de salles. Hein. Il y en a qui ont répondu, il y en a qui étaient très gentils, il y en a qui ont même pas eu le temps. Mais en gros, c'est ça. C'est écoutez, on se fait une location des salles de 300 personnes. On vous loue la salle 2500 €. Puis si ça marche bien, on fera une coprod. Moi, j'ai pas 2500 €. quoi. Je suis désolé. J'aurais bien aimé louer, je sais pas, l'Alhambra, le Café de la Danse, la Boule Noire. Mais je peux pas, j'ai pas de producteur. Même les toutes petites salles. Bah, c'est pas des très grandes salles, c'est des salles de 300 personnes. Oui, mais quand je dis petites. 100 personnes. Oui, 50 même. Peut-être 50, ouais. Bon, si, je pense qu'une salle de 50 personnes, c'est faisable. Au chapeau. Ouais. Au gibus même, peut-être, j'en sais rien. Non, le chapeau, c'est être Mais- payé au chapeau. Ah oui, au Oui, chapeau. au là, gibus, oui, c'est vrai Ouais, qu'il y a le c'est- gibus. Oh, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal, Elle est celle-là. très bonne, tu vois. Tiens, je bon, pense à mon ami Joël Favreau qui est venu ici. Ça te dit Joël Favreau Ça ne me parle pas, malheureusement. Joël Favreau, guitariste de Georges Brassens. D'accord. Sacré bon guitariste. Il est D'accord. venu ici, il est resté 3 heures. Il a chanté en direct. 80 ballets, il reprend une nouvelle carrière. Waouh. Et il chante régulièrement au Petit Théâtre du Bonheur. D'accord. Tu vois, du côté de Montmartre. Ouais. T'as le Magique aussi dans le 14e arrondissement. Hier soir, il y avait un énorme chanteur suisse qui s'appelle Michel Buller. Ouais. Mais c'est des vieux, hein, c'est pas des... Tu sais, Jacques disait, quand je chante, même... Parce qu'à ses débuts, Jacques Brel, il y avait 10-15 personnes. Hein. Après, c'est vrai que ça a changé. Mais il disait toujours, je chante, même s'il y a 10 000 personnes, et même s'il n'y en a que 10, je chante. Je chante. Point. Je chante. C'est ça la force de gens comme lui, parce que parfois c'est dur, quoi. Quand tu fais des bars qu'il y a personne, quand tu te fais jarter, quand tu te fais pas payer, quand tu te fais exploiter, c'est dur parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que de chanter, quoi. Que c'est de l'énergie. Et quand t'es payé un malheureux sandwich alors que t'as mis de ton énergie et de ton amour dans ta voix pendant 1 heure, 1 heure et demie même pour 4 pèlerins. Voilà, Qui c'est mangent chiant. en même temps. Qui mangent en même temps, qui s'en foutent, c'est pas de leur faute, hein. Après on peut s'en prendre qu'à soi. C'est comme Jacques Brel d'ailleurs dans une émission, il disait je crois que c'était quand il a sorti Don Quichotte ou un truc comme ça, et on lui posait la question, mais alors les gens ils te critiquent, et il disait ils ont qu'à critiquer, j'avais pas qu'à le faire, voilà, c'est de ma faute, je suis con, si je voulais pas te critiquer, j'avais pas qu'à le faire. Exactement. Donc bon, j'ai personne à qui m'en prendre à part moi-même. Mais parfois on a envie de se plaindre un peu, et je te remercie pour cette occasion de me plaindre devant quelques dizaines de milliers de personnes. Je suis désolé. Non, mais tu as raison. Mais tu as raison de te plaindre. Mais nous sommes là aussi pour exprimer, parce que la plupart des artistes, vous ne le savez pas, vous qui regardez la télévision. Enfin, je ne parle pas de la web TV Étoile du Cœur, parce que vous savez que c'est un ordre. Enfin, il y a une énergie totalement différente. Mais vous savez, les artistes sont des hommes et des femmes fragiles. Mais la moindre contrariété, ça peut les tuer. Hein. C'est sûr. C'est vrai. Mais bon, voilà, il faut continuer, donc on fait ce qu'on peut. Il n'y a pas de chemin tout tracé, quoi. C'est vrai que il y a une personne dont je ne citerai pas le nom, mais qui a dit une chose très vraie en parlant des chanteurs. Et c'est quelqu'un qui a un grand respect pour les musiciens et pour les chanteurs. Et il a dit, voilà, on est dans une société un peu de parasites, et c'est vrai que l'entertainment, le show business, tout ça, on se pose la question, comment un chanteur peut gagner 100 000 € par mois ? Voilà, moi si je gagnais 100 000 € par mois, je sais pas si je l'assumerais ou pas, peut-être que oui, peut-être que non. Tu serais pas ici. Je serais pas ici déjà. Mais il a Salaud. dit...
Il a dit... Quand tu gagneras 100 000 euros par mois, tu reviendras, Je Pierre. t'appellerai en pleurant. D'accord, ouais. Mais il a dit un facteur, je sais à quoi ça sert, un chanteur, je suis pas sûr. Et il y a une certaine vérité là-dedans. Oui, mais le facteur, moi, il C'est- m'amène des factures. C'est pas faux. Tu vois, facteur, facture. Ouais. Alors que le chanteur, chanture. Mais bon, c'est une connerie, quoi. Mais ce que je veux dire par rapport au facteur, c'est que lui, il a un chemin voilà, où il sait que à tel moment de tel voilà, il va avoir son cachet. Et même si c'est plus dur d'être, à mon avis, facteur que chanteur, très souvent, parce que tu as une responsabilité que t'as pas, à mon avis, quand tu es chanteur. Le chanteur, lui, il a pas de chemin tout tracé, ce qui fait qu'il a une certaine liberté. Mais en même temps, voilà, t'es pas sûr de recevoir ta paye à la fin du mois. Et quand t'es marié, que t'as des gamins, et parfois t'as pas la chance comme moi d'avoir des parents derrière qui assurent, à mon avis, ça doit être dur. Tu souffres financièrement quand même. Moi, je ne souffre pas parce que j'ai des parents qui ont toujours été là pour moi. Donc la grosse galère financière pendant plus d'un mois ou deux, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, je suis né dans un milieu assez aisé. Ma mère, c'est vraiment la grande bourgeoisie russe. Donc je vais pas jouer au fils rebelle. C'est pas du tout moi, ça. Celui qui Voilà. est malheureux, qui Voilà, n'a jamais eu de chance qui dans a la galéré vie. pour s'en sortir. Non, je vais pas jouer un personnage que je ne suis pas. Mais parler de spiritualité, quand on a 26 ans, c'est pas une question con ni piège, mais Ouais. tu sens, tu es vraiment décalé à fond par rapport à beaucoup de jeunes de ton âge. Je suis décalé, ça dépend dans quel pays en fait. En Russie, En France, oui. En Russie. France, oui. En Russie, moins. Ouais. En Inde, je suis décalé, c'est-à-dire que je suis tellement matérialiste par rapport aux gamins de 5 ans que j'ai l'impression d'être une machine, tu vois. Donc ça dépend des endroits. Tout est relatif. Mais en France, c'est spécial. Ouais. On est très. En fait, le problème en France, c'est qu'il faudrait une spiritualité, qu'elle soit chrétienne ou musulmane ou Hare Krishna, quoi que ce soit, mais qui soit remodelée à la française, pas au niveau de la philosophie, la philosophie on n'y touche pas, mais au niveau de ce qu'il y a autour. Il nous faut des leaders spirituels qui soient capables d'accommoder ça à la française, parce qu'en France, on a un bagage culturel, littéraire, énorme, et il faut pas dissocier ça et la spiritualité. Il faut que ça se marie ensemble, sans contradiction, mais que ce soit une spiritualité qui nous permette de nous épanouir intellectuellement et culturellement en tant que Français. C'est très important. Et c'est ça, souvent, je pense, qui est le maillon faible dans les églises ou en général dans les communautés religieuses. Je pense, j'en sais rien. J'ai peut-être une partie de la vérité. Mais voilà, c'est peut-être pour ça qu'on est un peu gavé des religions, des religieux, des ceci, cela, parce que il faut adapter la chose. Le mouvement Hare Krishna, je l'ai vu ici en France, je l'ai vu en Russie, je l'ai vu en Inde, je l'ai vu en Angleterre. À chaque fois, il y a des modulations, on va dire. Voilà, ça prend en compte, ça s'adapte au milieu dans lequel ça évolue. Tu as aussi le sentiment qu'il y a une forme de nouvelle persécution des minorités spirituelles en France? Non, parce que j'ai pas connu ça. Moi, j'ai jamais connu de persécution, ni en tant que... Parce que moi, je suis ashkénaze, à mon avis, ça remonte jusqu'à Abraham. Hein. Entre du côté de ma mère, Adamovitch, du côté de mon père, Jacobs, Edel, Sapojnik, vraiment... Le dernier goy dans ma famille, je sais pas où il est, mais il est loin. Voilà, on n'a jamais été... Je connais personne de pratiquant juif dans ma famille. C'est-à-dire, ma mère, elle est pratiquante russe orthodoxe. Mon père, il s'intéresse un peu au bouddhisme, etc. Mais voilà, que ce soit de ce côté-là, du côté des Hare Krishna, du côté de l'amour inconditionnel que j'ai pour le Christ et pour l'église chrétienne, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Ouais, t'es un connard, les religions, machin, ceci, cela. » Je pense qu'on est un pays qui, voilà, culturellement, on est très fort, on est des gens très, très intello, les Français, donc on est capable de s'adapter quasiment à tout. Accepter quelque chose, voilà, et le prendre comme chemin et se mettre des barrières, c'est très dur pour nous. Mais on peut discuter sur tout. Les Français, on a une faculté d'adaptation intellectuelle incroyable, je pense, et inégalée dans le monde. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est capable, peut-être pas forcément de créer des choses que créent les Anglais ou les Américains ou d'autres, mais on peut récupérer n'importe quoi, le mettre à notre sauce et en faire un très joli produit. Tu as pensé que les médias pourraient te refuser l'accès au micro et à la caméra parce que tu parles d'Hare Krishna?
Donc forcément, tu Euh, fais partie d'une secte. Ouais, mais j'ai pas Parce cherché. qu'ils n'ont pas compris ce que voulait dire le mot secte, hein, encore. Hein. C'est Oui. comme le gourou. Ils n'ont Ouais. pas encore compris que le gourou, c'était l'enseignant. Et Oui, qu'il y a le des gourou, sectes c'est qui ont l'enseignant. réussi, comme je le dis depuis des années. L'Église catholique est une secte qui a bigrement réussi. Voilà. Même le nouveau pape François vient de demander pardon Mm. pour tous les prêtres pédophiles. Ouais. Mais ce qui est drôle, c'est que pour répondre à ta question, J'aimerais bien qu'ils arrêtent de demander pardon, mais ce serait pas mal, ouais. qu'ils foutent la paix aux mômes. Ce serait serait- quand même ce mieux. serait pas mal. En passant. En tout cas, pour répondre à ta question, je n'ai pas cherché à parler d'Hare Krishna spécialement parce que ça s'appelle The Voice, ça s'appelle pas The Prêtre. Donc voilà. Si on me posait des questions, je répondais, mais je suis pas là pour. Je suis pas un prêtre à la base, même si on me demande de prêcher, je le fais avec plaisir. Mais à la base, j'étais là pour la musique, donc je parlais de musique. Pour rebondir sur la question du pardon, etc. Je ne sais plus exactement ce que je voulais dire, mais voilà, si, je sais ce que je voulais dire. C'est qu'encore une fois, question d'humilité. Quand il y a quelqu'un qui est haut placé, qui a des responsabilités, qui va commencer à traiter les musulmans de ceci, les chrétiens de cela, les Hare Krishna de ceci, cela. Bon, du côté des laïcs et des athées, de la République, soi-disant laïque, dans le gouvernement, dans l'industrie du showbiz et dans la culture, il y en a pas mal, les pédophiles aussi, des enfoirés, des connards, voilà. On sait qui c'est, et pourtant ils continuent à sortir des films et des bouquins et ils n'ont pas de soucis. Donc moi, voilà, le côté politique à deux vitesses, culture à deux vitesses, ça me fait un peu chier. J'en parle pas trop parce que, encore une fois, moi je suis musicien avant tout, je suis pas politicien. Oui, mais tu peux avoir Mais, aussi des mais idées. j'ai mes opinions. Et une Tu me lances opinion, là-dessus, voilà, une je- philosophie, quoi. tu Voilà, vois. tu me lances là-dessus, je réponds. C'est vrai que voilà, moi j'ai pas à me justifier de fou qui aurait pu endosser la bannière de ma communauté, quelle qu'elle soit, Mhm. et qui aurait fait tâche sur un mur blanc. Parce que voilà quoi. C'est n'importe qui peut prétendre être chrétien, musulman, juif, Hare Krishna ou que sais-je, faire des choses atroces et ça lui appartient à lui, ça appartient pas à la communauté. Jean-Claude Bauer écrit Ah, il est bien ce garçon. Vraiment. Merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude. Céline, merci Jean-Claude Grand Frère, super émission. Céline, à quand le prochain concert à Paris, Pierre Edel? Ben voilà. Demain. Demain, Mais oui Céline, allez, on y va tous les deux. on y va tous ensemble. Allez, on va se retrouver. Alors demain, Alors, 15h. demain, 15h, au Champ de Mars, au Mur de la Paix, pour être précis. Ce sera à ciel ouvert. Et puis voilà, si le beau temps est avec nous et que les forces de l'ordre ne sont pas trop réticentes, je vais venir sans amplification, juste avec ma guitare, signer des photos, discuter avec vous, chanter, danser, faire la fête. Voilà. On est samedi après-midi, donc je pense que ce sera un bon début de Tu week-end. penses que ce sera encadré par les autorités de Les Monsieur Valls? autorités à mon avis, Monsieur Valls, il a autre chose à faire. Oh, Il tu a- sais, on sait jamais. Hein. Il a des grandes Ouais. oreilles. Hein. Il a des dossiers très importants à gérer. Je me tais. Voilà. Non, mais je vais venir juste avec ma guitare. Ouais. Peut-être des amis qui vont faire un peu de percu, donc à mon avis, ça va pas Ouais. dépasser les quelques décibels. Et puis, je pense pas non plus qu'on sera 200 à venir voir Pierre Edel au Mais- Mur de la Paix. Imagine le contraire, Pierre. Imagine le contraire. Ouais. Comment tu vas, tu vas gérer ça? Parce que là, c'est toi qui t'imposes, on t'a demandé de venir ou... Ah non, moi j'ai fait ça justement parce que je voulais pas demander quoi que ce soit à qui que ce soit, avoir des comptes à rendre. Et puis, C'est une initiative totalement personnelle alors. totalement personnel. Voilà. Ah, moi, je pensais qu'on t'avait demandé de venir te produire. Ah, pas du tout, c'est à ciel ouvert sur le Mur de la Paix. C'est un truc qui a été érigé, je crois, le 11 septembre 2012, à la mémoire des De la du 11 Shoah. septembre. Oui, Voilà. il y a peut-être un petit peu C'était- ça aussi, ouais. Mais J'ai fait un c'est lapsus, génial vas-y. cette émission. Vas-y, fais un Bref. lapsus. Qu'est-ce que je voulais dire? T'as la Tour Eiffel, le Champ de Mars, Oui, oui, mais le Mur de la Paix. Oui, Donc comme je sais que les gens, c'est un truc qu'ils vont pas avoir de mal à repérer. Voilà, il y a marqué paix dessus dans toutes les langues du monde. Et je sais pas effectivement, peut-être que c'est en mémoire des victimes de la Shoah. Je n'en sais rien. Je sais plus. C'est à la mémoire d'un truc qui s'est Il me passé. semble qu'au départ, mais enfin, pour le 11 septembre, il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Hein. Ouais. Tu sais, Certes. d'ailleurs, quand j'ai lancé ce concept de Web TV, Mm. c'était le 11 septembre 2012. D'accord. 11 septembre. Parce que je trouve que c'est passé trop rapidement
dans les oubliettes là, en septembre. Tu trouves? Oui, ouais. Par rapport aux 3000 personnes qui sont disparues. On est d'accord. C'est vrai que c'était. Et qu'il y a toujours une omerta sur ce qui s'est réellement passé. Mais enfin, c'est pas. Malgré tout, la politique, c'est pas ton dada, comme aurait dit Bourvil, mais. Ça a été mon dada pendant plusieurs années. Et puis à un moment donné, je me suis un peu calmé. J'étais pas médiatisé, donc on pourra pas dire que c'est les médias qui m'ont fermé ma gueule. Je sais pas, c'est peut-être la spiritualité un peu qui m'a fait voir la chose d'un autre angle. On va dire que ouais, ça doit être ça. Oui, mais enfin, tu sais, mais la spiritualité, c'est pas rodoudou, hein. Ah non, pas du tout. On n'est pas là. Pas du tout. Si on t'en met sur la joue droite, tu tends la joue gauche, toi. Ça, c'est une belle image. À mon avis, il faut tendre la joue gauche intérieurement. C'est-à-dire qu'il faut être capable. Sinon, le point droit, tu le mets sur. Le point droit, bien sûr, il y a moyen. Mais la Bhagavad Gita, pour parler de la Bhagavad Gita, qui est, on va dire, l'un des livres essentiels du Vaishnavisme et de pas mal de religions entre guillemets hindoues, ça veut rien dire, hindouisme. Mais la Bhagavad Gita, c'est Dieu qui parle à un chef des armées, à Arjuna, juste avant le début de la bataille. Et Arjuna, il lui dit, mais écoute, de l'autre côté, là, dans mes ennemis, il y a mes grands-pères, il y a mes oncles, il y a mes amis, machin, je vais pas aller les tuer. Et t'as Dieu qui lui dit, si tu vas aller les tuer. Mais il lui explique pourquoi. Il lui explique comment. Et c'est à peu près le bouquin le moins sectaire que j'ai lu de ma vie. Mais c'est vrai que étalé comme ça, les deux phrases que je viens de sortir là, c'est peut-être de l'anti-pub. Il y a plusieurs façons de voir les choses. L'agressivité, c'est pas toujours quelque chose de. Dire, tu peux assassiner quelqu'un en étant très calme à l'intérieur, tu vois, et en sachant que c'est peut-être la seule solution. Tu vois, moi je veux dire, un mec qui vient pour agresser ma femme, je vais pas avoir de scrupule à lui foutre une droite dans la gueule. Et s'il vient t'agresser à toi ? Mais s'il vient m'agresser à moi, c'est autre chose. Voilà. Mais même en lui foutant un point dans la gueule, la philosophie, c'est d'essayer de le faire sans haine. C'est ça que ça veut dire tendre l'autre joue. C'est une réaction, toi t'es l'instrument de cette réaction, et quelque part, ne pas défendre ta femme ou ne pas te défendre, ce serait un péché. Tu as surtout intérêt à bien le planter du premier coup, parce que faut si c'est toi pas qui l'a, c'est lui qui t'aura. Faut bien viser. Ouais. Oui, mais ceci dit, c'est vrai que la spiritualité, quand les hommes en parlent, ce qui est le cas de notre cas aujourd'hui, c'est pas un truc bisounours, quoi. Je redis ça depuis des années. Pas du tout. Non. Jésus, c'était pas un calme, hein. Ah, pas du tout. Tu lis les évangiles, il y a des fois où ils pètent un plomb, les marchands du temple, ils les virent à coups de pied au cul. Et puis tu lis le Coran, c'est pareil. Voilà, donc moi je suis très mauvais pour bien parler de ça, mais les gens qui sont intéressés, ils peuvent trouver des maîtres, on trouve toujours quand on cherche de toute façon. Hein. En fait, ce que tu reprocherais, entre guillemets, c'est pas les religions, c'est les religieux. C'est les religieux qui s'approprient la chose et qui voudraient faire un travail qui ne leur est pas... ils n'ont pas les outils en main, quoi. Moi, je suis pas capable de bien prêcher, si tu veux. Moi, je suis un musicien à la base, j'essaie de faire ça à travers la musique. Mais quand il s'agit de philosophie, pour bien poser les mots, pour bien... Voilà, tu vois, il faut être prêtre, il faut être moine, il faut être ceci, cela. Il faut une qualification, en fait. Ça a changé quelque chose dans ta vie de ne plus manger de viande et d'être végétarien. Ouais. Ça a changé. Tu te donnes encore la permission de manger des œufs, du beurre, des choses comme ça. Je mange pas d'œufs, mais des laitages j'en mange. Parce que les laitages, c'est pas. C'est pas bon pour la santé pourtant, mais bon. Quoi donc ? Les laitages. Les laitages, oui. Tu peux manger du fromage. Hein. Ouais, mais comme quoi je te dis, c'est pas une question de santé, quoi. C'est une question de compassion avant tout. Sachant que même en parlant de santé, moi ma femme était végétarienne depuis 10 ans. Quand elle était enceinte, elle l'était. Ma fille aînée, elle a 1 an et demi aujourd'hui. Elle a jamais touché à 1 gramme de viande, de poisson ou d'œuf de sa vie. Elle n'a jamais mangé. Jamais. Et ce sera peut-être plus facile pour elle. Tu mangeais de la viande, je suppose, avant. Avant, oui. Ouais. Mais j'ai jamais eu de mal. C'était avant. Ouais, c'était avant. J'ai jamais eu de mal à le faire. En fait, c'est juste j'ai fait la connexion entre le bout de viande dans mon assiette et le veau qui hurle assassiné dans l'abattoir. Et à un moment donné, je me suis dit ah ouais, il y a une connexion. Je me suis dit ça me dégoûte, j'ai plus envie de manger de ça, quoi. Ça a jamais été pour moi dur de me dire j'ai envie d'un steak machin. Jamais j'ai eu envie de ça, quoi. À partir du moment où j'ai connecté, c'était fini. Le prana, tu sais qu'il y a des personnes qui se nourrissent de lumière. Exact, j'en connais. Tu en connais ? Ouais. Tu peux me dire des noms ? Ça ne dira rien, j'en ai rencontré en Inde, j'en ai rencontré 1 ou 2 en Russie. Mais les pranavores, ouais, ça existe. Après, c'est pas quelque chose que je conseillerais à qui que ce soit, en fait, parce que c'est 1 sur 1 million qui est capable de faire ça. Il faut une hygiène de vie exceptionnelle.
Et voilà, c'est le genre de personnes qui vivent 150, 170, voire 200 ans. C'est improbable pour nous. Sachant que chez les saints catholiques comme orthodoxes, il y en a énormément qui étaient pranavores. Et ça se recoupe avec toutes les religions possibles et imaginables. C'est simplement quelqu'un qui a plus besoin de trouver son énergie ni dans la nourriture ni dans le sommeil. C'est des gens qui dorment pas. Non, je te signale que, Donc, pour ton information, il y en a 2 qui sont venus ici. Isabelle Hercelin, qui a D'accord. arrêté de s'alimenter depuis septembre 2009. D'accord. Et puis récemment, il y a un mois, Alain Cornély. Anna Cornelis, elle, j'en ai entendu parler. Ouais, il est venu là, Ouais. à ta place. 82 ans, il était content comme tout. Voilà. Hein. Il m'a réécrit après en me disant « Je te remercie de ton paternaliste pour avoir parlé avec moi comme ça. » Mais chacun est libre une fois, mais tu as raison. Là aussi, on en retrouve dans toutes les religions. Il n'y a pas simplement que dans la religion catholique. Ah, il y en a partout, bien sûr. Tu tends vers ça ou... Non, parce que j'ai pas les... Non, mais aujourd'hui, mais est-ce que c'est... tu peux changer d'avis demain ou après-demain. Non, parce qu'en fait, si je le faisais, j'en serais fier. Et en fait, sur le chemin spirituel, dès que tu as un acquis qui te rend fier, c'est la dégringolade immédiate. Immédiate. Quelqu'un qui va être sacré brahman, ou prêtre, pour parler en français, s'il le fait parce qu'il le désire pour lui, du jour au lendemain, il peut dégringoler. Donc en fait, les gens que je connais, qui ont été sacrés, on va dire, qui ont pris un grade, entre guillemets, il a fallu les tanner pendant des années. Il a fallu que toute la communauté, voilà, les pousse à « mais deviens maître, deviens maître, deviens maître ». Eux, ils le voulaient pas spécialement, mais ils l'ont accepté et ils prennent cette responsabilité. Mais à partir du moment où tu dis « waouh, putain, j'ai pas mangé depuis une semaine, trop cool ». La semaine d'après, t'as le foie déchiré ou les reins déchirés aussi. C'est obligatoire. Tu pratiques le jeûne de temps à autre? On jeûne... déjà, être végétarien, il y en a beaucoup qui considéraient ça comme un jeûne. Chez les orthodoxes, le grand jeûne, Veliki Post, pendant 40 jours, c'est finalement être végétarien. Et puis 2 fois par mois, on ne mange pas de graines. Voilà. Alors j'ai un souci avec Internet, tu sais, c'est le samedi, c'est souvent comme ça que ça arrive. Ouais. Il y a une coupure, donc c'est pas grave, je vais relancer le système. Voilà, ça va se faire, le temps de mettre de la musique et de relancer le système. C'est parti.